L'espagnol a mauvaise réputation. Oui, je vous jure, elle a une sale réputation. Salut, c'est Lauriane du blog Marathon des langues, un site sur lequel je vous donne des conseils pour apprendre plus efficacement une langue et surtout je lutte contre l'abandon dans l'apprentissage de la langue. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de l'espagnol et je vous ai dit que l'espagnol avait une mauvaise réputation. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, j'entends souvent beaucoup de personnes me dire l'espagnol c'est trop facile. Alors je pense qu'en disant que quelque chose est trop facile, ça va rendre l'apprentissage plus complexe. Alors je vous explique ça tout de suite, mais bon, c'est vrai que j'avoue l'espagnol n'est pas la langue la plus compliquée à apprendre parce que quand on regarde, il y a quand même beaucoup de mots qui sont similaires au français. On retrouve souvent les mêmes racines. La prononciation, c'est pareil, c'est assez simple, ça se prononce comme ça s'écrit. Et en plus de ça, vous avez le même alphabet. Donc en tant que francophone, c'est sûr que c'est pas la langue la plus complexe à apprendre. Mais justement, il est là le problème. Il faut pas se laisser avoir par tout ça en se disant que c'est facile. Parce qu'en fait, si vous vous dites que quelque chose est facile, ça va vous rendre la chose plus complexe. Alors je m'explique pourquoi je vous dis ça. En fait, la manière avec laquelle vous abordez un projet va définir comment vous allez vous sentir pendant le projet et les résultats ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Si vous prenez l'exemple de la course à pied, que vous êtes un habitué des sorties longues, des sorties marathon, du fractionné, le jour où vous devez faire un footing, un simple footing, vous partez en vous disant oui bon c'est simple, c'est juste un footing, ça va être les mains dans les poches. Mais finalement, si ce jour-là vous n'étiez pas forcément en forme et vous ne le sentiez pas avant de partir, pendant votre footing vous dites mince, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes, j'arrive pas à respirer. C'est un simple footing, je ne comprends pas pourquoi c'est compliqué. Mais en fait le problème il est là, c'est la manière dont vous l'aviez abordé avant de partir. Le fait de vous dire ça va être simple, en fait vous êtes surpris pendant la course. Et avec les langues, c'est la même chose. Si vous partez en vous disant que ça va être facile, ça va rendre la chose plus complexe parce que un apprentissage, de toute manière, par définition, ce n'est pas facile. Vous apprenez des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles conjugaisons, et on va en parler de la conjugaison. Donc, c'est des nouvelles choses à acquérir et il n'y a rien de forcément facile là-dedans. Et donc, pour vous donner 3 exemples avec l'espagnol, je ne sais pas si vous avez déjà des notions ou si vous débutez seulement dans l'espagnol, mais généralement quand on commence, la conjugaison espagnole peut faire peur. Quand vous comparez avec l'anglais ou au présent, vous avez simplement besoin de mettre un S à la 3e personne et tout le reste, bam, on s'en fiche, on n'a rien à faire. Au futur, par exemple, vous mettez un will à toutes les personnes et basta. Avec l'espagnol, c'est pas du tout comme ça. Vous avez déjà une terminaison à chaque sujet, une terminaison différente. Donc, je vous donne un exemple dans l'article que j'ai rédigé en complément de cette vidéo, que je vous mets juste en dessous de la vidéo. Vous allez le prendre au présent de l'indicatif. Chaque terminaison, chaque sujet aura une terminaison différente. Vous allez ensuite avoir tous les temps. Vous allez avoir le subjonctif. Il y a aussi énormément d'exceptions, et ça je vous laisse la joie de le découvrir. Ensuite, le deuxième exemple des difficultés en espagnol, c'est les formules de politesse. Alors ça, je sais qu'on a du mal quand on commence, parce qu'en fait les formules de politesse en espagnol, elles ne se trouvent pas à vous comme à la même place. Elles ne se trouvent pas à la même place du vous comme en français. En fait, le vous espagnol, vous allez trouver à la 3e personne du singulier et du pluriel, le usted et le ustedes. En fait, le usted, donc c'est la 3e personne du singulier et c'est comme si vous disiez, donc vous adressez à quelqu'un et c'est comme si vous disiez il est, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Vous êtes aimable, vous êtes gentil, 3e personne du singulier. Ça serait littéralement « il est gentil ». Usted es amable. Usted es amable. On dissocie le fait de parler à une seule personne qu'on vous voit, ou si on parle à un groupe de personnes et qu'on vous voit, chaque personne dans le groupe. Alors celui-ci c'est ustedes. Donc
Si vous adressez à un groupe de ministres ou je sais pas quoi, vous allez dire ustedes son amables. Vous êtes gentils. En français, c'est la même chose. Voilà. Et ça, en plus, l'autre difficulté, c'est que si vous allez en Amérique latine, il y a encore une variante par rapport à l'espagnol de l'Espagne. C'est que... alors, il faut juste que je revienne sur un petit point avant de vous dire ça. C'est qu'en espagnol, vous avez le vous, mais qui ne vous voit pas. Le vous, vous êtes ici, les amis, vous êtes ici. En espagnol, vous allez utiliser vosotros. Vosotros estáis aquí. Donc ça, vous n'allez pas le vous voyez. Vous n'allez pas les vous voyez, vous allez l'utiliser pour une situation informelle. Et donc, pour revenir en Amérique latine, le vosotros n'est pas utilisé. Donc ça dépend dans quel pays vous allez, mais de manière générale, on ne l'utilise pas. On va plutôt préférer le usted et ustedes. Mais du coup, si on n'a pas le vosotros, est-ce que ça veut dire qu'on vous voit tout le monde? Alors non, justement, elle est là la variante, c'est que le ustedes, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple au Mexique, je sais qu'on l'utilise, et ça ne veut pas forcément dire qu'on vous voit la personne. Enfin, ou les personnes. Donc voilà, ça c'est une petite difficulté qui pose quand même pas mal de soucis au début. On se mélange un petit peu les pinceaux et on se demande voilà, dans quel ordre mettre tout ça. Ensuite, le troisième exemple de difficulté en espagnol, et pas des moindres, c'est le ser et estar. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce sont deux verbes pour dire être. Alors oui, en français, le verbe être, on n'a qu'un seul verbe, mais en espagnol, on en a deux. Donc ser et estar. En espagnol, on fait la différenciation d'une situation durable, d'une situation permanente ou d'une situation temporaire. Par exemple, si là tout de suite je suis contente parce que je sais pas, j'ai gagné quelque chose, je vais dire estoy feliz. Estoy feliz. Je suis contente là tout de suite. Donc le verbe estar. Mais si je vous dis je suis contente tout le temps dans la vie, c'est ma manière d'être, je suis de nature contente et heureuse, je vais dire soy feliz. Soy feliz. Donc je suis contente tout le temps, le verbe ser. Donc ça c'est une grosse difficulté en espagnol parce que même avec un niveau avancé, on se plante toujours. Parce que comme ça a l'air facile, mais en fait il y a différents cas. Je ne vais pas vous les donner tout de suite dans cette vidéo parce que Pierre a déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste en dessous de la vidéo si vous voulez rentrer dans les détails. Et il nous fait la différence entre ser et estar, les différents cas. Mais la difficulté, c'est qu'il y a pas mal d'exceptions. Et dans certaines situations, c'est un petit peu alambiqué. Donc je voulais partager cela avec vous pour vous prévenir, faire attention de ne pas vous faire avoir par tout ce qu'on entend. Oui, ça c'est facile, ça c'est compliqué, et finalement vous faire une opinion sans même avoir essayé, parce que je trouve que c'est dommage d'aller se mettre des embûches, mettre des obstacles sur le chemin alors que c'est suffisamment compliqué comme ça. Si on peut rendre la chose la plus simple possible, autant le faire. Donc c'est comme l'allemand, pardon. C'est comme l'allemand qui a très mauvaise réputation, mais là dans le mauvais sens. Parce que vous savez, quand vous arrivez au collège et qu'on vous dit l'allemand c'est dur, c'est moche, c'est difficile, on n'aime pas. Ben, quand vous arrivez en classe de 5e pour débuter en allemand et que vous n'avez pas le choix parce que c'est imposé, ben forcément vous arrivez en vous disant ben non, j'y arriverai pas, c'est nul, c'est moche. Donc voilà, ça donne déjà la note de votre course dans l'allemand. Ça part déjà négativement. Et dans l'espagnol, c'est le chemin inverse. On vous dit que c'est facile, c'est simple, donc vous commencez. Et finalement, quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte que ben non, finalement, c'est pas aussi simple. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. Et donc voilà, il faut en fait essayer de se mettre dans une bulle, c'est difficile, mais ne pas se faire avoir, entre parenthèses, par tout ce qui se dit. Faites-vous votre propre opinion. Il ne faut pas tout entendre, prenez-en, laissez-en. Alors je vous rappelle que vous pouvez télécharger le bonus gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit de démarrage pour bien démarrer justement avec l'apprentissage de votre langue, quelle qu'elle soit.
Alors pourquoi je vous propose ça? Parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils commencent dans l'apprentissage d'une langue, ils démarrent trop vite et ça façonne en fait tout leur apprentissage qui malheureusement, la plupart du temps, s'arrête sur un abandon parce qu'ils n'ont pas mis en place les automatismes qu'il fallait dès le début. Donc voilà, je vous propose de recevoir ça gratuitement en le téléchargeant juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez démarrer votre apprentissage de l'espagnol sur les chapeaux de roue. Si vous aimez, évidemment, n'hésitez pas à liker et à partager cette petite vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres conseils.